Merci. Cette table ronde est tout à fait un peu importante, donc ça va demander beaucoup d'engagement de notre part pour les niveaux tout à fait impeccables de nos rapporteurs, voilà. Des rapporteurs qui sont justement des spécialistes véritables, et même pour les attentes à remplir par rapport au but que l'on avait fixé avant. Un titre tout à fait long, utile pour identifier les périmètres géographiques et sectoriels deux entreprises transnationales en Europe. Eux, tâcher de les faire donc travailler ensemble, donc les ajuster avec l'action syndicale. À moi, à gauche, Ronald Jagodisky, qui est le directeur database de ETUI, donc de l'Institut. Et après, nous avons même Peter Karpos, qui est chercheur à Eurofound. Donc, je voudrais remercier ces deux personnes parce que avec ces activités, donc on s'est donc engagé donc en Europe avec des courriels. Et donc, ces deux personnes sont arrivées à préparer des matériaux tout à fait incroyables, d'une forte valeur ajoutée, Romuald Jagodinski et Peter Kerkhoffs. Donc, je demandais à ces deux messieurs de nous rapporter, enfin, de nous dire, voilà, les choses qui ont été menées en ce qui concerne l'analyse des données menées par leur institut, leur organisation, sur une base tout à fait journalière. Et j'ai demandé même à ces deux messieurs, à ces deux collègues, d'avoir donc, de nous donner des aperçus si nous arrivons donc à faire parler ces deux mondes. Il s'agit de deux mondes parallèles ou séparés? Voilà la bonne question à poser à ces deux messieurs. Est-il possible d'avoir un échange d'infos? Est-il possible d'échanger l'information? Et dans l'affirmative, dans quelle manière ces deux mondes peuvent nous aider à résoudre la question, à démêler la pelote? Donc, ceci pour éviter, et je voudrais donc utiliser, donc, dirais-je, la métaphore, donc la tour de Babel. Donc, chacun doit utiliser ses propres codes d'analyse des données. Et ça fait déjà une décennie que l'on parle au quotidien, voilà, de ce concept comme les données ouvertes, open data, tout à fait facile à utiliser, à échanger. Et en plus, nous sommes les syndicats et dans notre réalité, comme nous avons des bases de données internes de notre réalité. Nous avons tâché de faire un peu, de connecter, dirais-je, ces données avec d'autres données, d'autres banques de données, avec de difficultés, je dois l'avouer carrément. Et ceci, afin d'avoir donc une bonne compréhension de la situation, Peter m'a demandé pourquoi ce besoin à remplir. Donc, j'ai dit à Peter, parce que si nous avons d'autres données, il est tout à fait probable que nous arrivons à avoir une bonne interprétation, dirais-je, de ces données pour s'affranchir, dirais-je, de ce problème avec la recherche des momies. Donc, je voudrais donc passer immédiatement la parole à Romek, qui va nous parler. No, era giusto. Romuald, per gli amici Romek. Je vais passer la parole à Romuald, donc, et pas à Romek. Donc, je m'excuse pour la mauvaise prononciation de son prénom. A cui passo la parola e... Donc, je passe la parole à Romuald. Donc, il y aura même la chance de poser des questions après la présentation de Peter pour arriver à tirer des conclusions qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes de communication auxquels on a fait allusion tout à l'heure. Good afternoon. Bon après-midi à tout le monde. Donc, je parlerai anglais maintenant, de l'immédiat. Donc, ceux qui ont besoin des écouteurs peuvent donc utiliser les écouteurs pour l'interprétation de l'italien, l'espagnol, le français. Je voudrais donc remercier l'organisateur pour nous avoir inclus dans le panel, même dans la recherche, parce que ce n'est pas la première fois que nous parlons avec Massimo.
et avec Gianluca Gabriele. Et ce n'est pas la première fois en ce qui concerne ces projets. Il faut recommencer. Bon après-midi à tout le monde. Et je voudrais donc remercier l'organisateur de nous avoir invités ici parce que, enfin, en fait, ce n'est pas la première fois que nous avons invités à ce genre de séminaire en ce qui concerne ces projets. Nous avons participé même à d'autres réunions à Bruxelles. Nous avons même échangé des idées avec Gianluca, Massimo et Gabriel, même des courriels. Je suis tout à fait content d'être là parce que nous avons besoin, je pense, de discuter ces projets et même les sujets tout à fait importants, très intéressants. Ça dépend de mon travail. Donc, je voudrais me présenter. Je suis chercheur auprès de l'Institut syndical européen et je suis aussi membre. Voilà, d'une unité qui s'occupe uniquement justement de la participation, la consultation de travailleurs grâce à différentes formes de représentation. Nous avons la représentation au sein du CE transnational en ce qui concerne même la société européenne. OK. Donc, je disais donc un grand merci. Je fais partie de cette unité qui travaille même avec les sociétés européennes, SI en anglais, et même avec les représentants de travailleurs à ces deux différents niveaux. Donc, il y a différentes formes d'avoir de représentants de travailleurs. Nous avons même un collègue qui s'occupe de l'information de la consultation. Donc, nous tâchons de représenter les travailleurs sur différents angles et même grâce aux outils qui ont été donc dégagés par la législation européenne. Et je pense qu'il est tout à fait important d'agir de cette manière. Ceci nous donne justement gamme de cause, même par rapport aux employeurs, au sein de la négociation collective, ou même au sein, dirais-je, au sein de exercer de la pression sur la commission. Les employeurs, comme vous le savez déjà, n'ont pas, dirais-je, un institut de recherche, et non pas, dirais-je, une recherche institutionnalisée qui puisse garantir ces actions. Les syndicats ont des forts avantages. Et MEMIA, donc, c'est un avantage pour la représentation des employés, des travailleurs. Maintenant, je voudrais donc parler un peu, si vous voulez, sans m'attarder là-dessus ultérieurement. Je voudrais parler de la banque de données, donc, ayant trait au CE. Nous avons commencé toujours avec la source de la banque de données. Je vais vous présenter la structure de cette banque de données au sein du CE et même après, il y aura des données qui seront donc présentées, qui sont axées sur la recherche qui a été menée dans les sociétés européennes, les entreprises européennes. Et je pense, voilà les deux piliers les plus importants de la représentation des travailleurs aujourd'hui en Europe. Et en plus, après, je vais tirer mes conclusions en vous montrant deux sites web qui sont tout à fait disponibles publiquement, qui permettent d'utiliser un outil pour les représentants des travailleurs ou des travailleuses, les membres du CE au sein de la négociation collective avec la direction des entreprises. Voilà trois différentes étapes de ma présentation. Et maintenant, dirais-je, l'origine, dirais-je, de la banque de données. Nous avons commencé en 1995. L'origine de cette banque de données. Donc, à cette époque-là, donc c'était le commencement, le début, si vous voulez. Voilà. Vous m'entendez encore? Allez, très bien. Donc, je disais, c'était après l'introduction, justement, de la première directive en 1994. Donc, les syndicats ont commencé à saisir les informations sur les CE. Cela a continué avec le temps et maintenant, heureusement, voilà, Peter, qui travaille auprès du Haut Fonds, a travaillé sur cette banque de données. Donc, Peter m'a contacté. Donc, c'est grâce à lui que nous sommes ici, autour de la même table, après 2 ans. Et je suis tout à fait reconnaissant à mon collègue.
D'après l'an 2006, et nous avons donc cette banque de données en ligne. Et d'après les composantes, ces composantes sont disponibles dans le site web à partir de l'an 2010. La banque des données, je veux dire que chaque saisie des données, donc c'est tout à fait difficile à gérer. Il y a des pièges. Et Peter et Massimo, tous ceux qui travaillent sur ce genre de données peuvent le confirmer. C'est tout à fait facile. Ce n'est pas facile de les gérer. La directive, c'est la directive justement du C, utilise un critère pour identifier ces entreprises qui devraient voir les C. Critère simple, donc une société, une entreprise ayant 1000 employés et dirige en 2 pays au moins 250 employés. C'est tout à fait simple. Mais en réalité, donc, les données en ce qui concerne les employés, ces données sont plus difficiles à saisir. Et en plus, je voudrais dire qu'il y a même des critères tout à fait additionnels en ce qui concerne la structure de l'entreprise. Mais je pense que les données sont tirées justement de la banque de données justement de la direction, qui est tout à fait pénible. Et donc, la base des données pour considérer la compréhensibilité justement de ces actions, la base des données doit être charpentée d'une façon tout à fait claire. Et donc, pour cela, nous avons 3 composantes importantes de la banque des données. La première composante, voilà, c'est dirais-je, sous banque de données, d'autres entreprises qui sont tout à fait à même de remplir les conditions requises. Une deuxième sous-groupe banque de données, c'est une banque de données qui va mettre ensemble les informations sur le comité d'entreprise européen. Et la troisième partie de ces banques de données, c'est consacré propre aux entreprises européennes. J'en en parlerai après. Voilà donc, dirais-je, la division fondamentale. Donc là, c'est tout à fait fondamental, mais aussi vous avez là-dessus, dirais-je, d'autres composantes, de petites composantes de la banque de données que nous tâchons d'utiliser pour la saisie des données, pour structurer les informations que nous avons saisies de syndicats. Donc, de cette manière, nous avons, dirais-je, une description complète, justement, de la représentation des travailleurs en Europe. Mais ce n'est pas la seule structure disponible. Il y a d'autres structures horizontales de cette banque de données. Mais pour arriver à comprendre, à saisir la complexité du CE, ces banques de données ne sont pas nécessaires. Il faut avoir 3 différents niveaux. Donc, je ne veux parler trop de ceci aujourd'hui, mais je pense que peut-être ça va être un peu ennuyant, mais ceci va vous dire comment nous devons saisir ces données. Alors, pour être sûr en ce qui concerne le CE, nous devons savoir dans quelles entreprises nous avons ces et deuxièmement, dans quelle entreprise dans quelles entreprises, et chaque CE se base sur un accord. Mais c'est rare d'avoir un seul accord. Nous avons plusieurs accords pour la constitution du CE. Nous avons l'accord d'installation pour la constitution du CE. Après, nous avons la version révisée de l'accord. Vous avez les amendements à cet accord. Et après, les collègues qui travaillent sur le CE, qui sont même membres du CE, donc peuvent vous dire qu'il y a d'autres documents qui sont tout à fait nécessaires, des accords qui ont été signés tout au long de leur carrière et pendant la durée du CE. On a déjà parlé de ceci. Nous avons des accords des sociétés aux entreprises transnationales. Volker nous en a parlé. Donc, il y a une myriade, dirais-je, de différents tests, documents, déclarations, accords qui seront justement signés par les membres du CE dans sa constitution. Et je pense que cela, c'est une aperçu. Donc, vous savez, les conditions que nous devons toujours, les conditions requises auxquelles nous devons répondre. Et les collègues du projet MEMIA ont déjà expérimenté tout ceci. Et Massimo a parlé justement de la difficulté d'avoir une bonne saisie des données. Et je pense que c'est ça la situation que nous devons affronter. Et en plus, une autre diapositive, voilà. Donc, la banque des données
Donc, c'est la saisie de données, combien d'entreprises, combien d'essais et combien d'accords ont été signés. Mais c'est seulement uniquement une analyse quantitative. Donc, je pense que cette analyse est tout à fait complexe, même à cette étape de notre travail. Pour être capable de tirer le profit maximum de cette analyse, il est nécessaire de travailler ultérieurement. Ça ne suffit pas de savoir qu'il y a un accord, ça ne suffit pas d'avoir un C, mais le but de savoir quel est le contenu de cet accord, qui sont les membres du C, leur origine, d'où ils proviennent, les pays qui sont représentés, les pays qui ont les mandats mais qui ne sont pas représentés. Donc voilà, ces informations sont des informations supplémentaires nécessaires qui sont tout à fait cruciales pour être même de dire voilà, nous y sommes. Donc c'est une chose tout à fait importante, une qualité quantitative et qualitative de ces. Depuis l'an 2009-10, nous avons un projet de mettre ensemble, de fusionner ces deux banques de données. Il y avait dans le passé une banque de données pour l'Agence de développement social et même la banque de données pour l'Institut syndical européen. Donc, c'était des banques de données complémentaires. Donc, nous devons donc fusionner ces deux banques de données pour être sûrs à 100%. Et l'SIA a fait donc une recherche sur le contenu de ces banques de données. Donc, si nous mettons ensemble ces deux banques de données, nous aurons donc un impact majeur et nous serons à même donc d'avoir donc des aperçus tout à fait précis. Et Marina Mon, quand de la salle, a commencé déjà à travailler sur ce projet avec moi-même personnellement. Donc, nous avons analysé donc le contenu de l'accord avec Marina. Voilà ce que nous avons fait. Et de la banque de données, nous avons, dirais-je, 6 000 accords qui ont été, dirais-je, signés par les CE. Voilà donc, le nombre total de accords qui ont été signés. Mais je pense que nous sommes même à dire que presque, dirais-je, 90% des accords ont été déjà signés par les CE. Donc, nous tâcherons de comprendre mieux les CE pour donner des suggestions aux membres au niveau des négociations. Donc, le bon exemple, le mauvais exemple, quels sont les standards dans les autres pays qui doivent être appliqués. Voilà donc l'info de retour que nous avons reçue de la part de beaucoup de membres de CE et d'autres fédérations sectorielles. Voilà donc l'info de retour que nous avons reçue. Donc, on veut comprendre même quels sont les standards dans les autres secteurs. Même la Fédération des métallos qui a négocié des accords, les métallos voulait avoir justement des accords qui pouvaient donc prendre en considération différentes activités. Ils voulaient connaître donc les standards financiers dans le secteur du tourisme parce qu'il y avait une entreprise qui était active en 2 ou 3 secteurs. Donc, ils voulaient connaître tous ces standards. Donc, nous avons reçu ces requêtes de données tout à fait nombreuses parce que les collègues voulaient être même de négocier de façon plus efficace et tout ceci avec la direction. Donc, en l'an 2009, nous avons développé, mis sur pied, dirais-je, un questionnaire, une structure analytique donc, qui a demandé de connaître donc le contenu de ces accords, donc d'après des critères qui sont utilisés justement pour piocher et pour entrer dans les détails de ces contenus. Maintenant, je ne veux pas passer tous les détails. En ce qui concerne les questions, nous avons parlé de la Constitution, donc, et même la Constitution, la loi, donc, qui a permis donc la Constitution, la création du C, les accords qui ont été signés, et dirais-je, donc, laisser avec les employeurs ou bien conjoints, la distribution justement des sièges, donc l'organisation justement des réunions, le planning, le calendrier justement des réunions qui sont extraordinaires, le président des réunions, j'en passe, la procédure même pour convoquer des réunions tout à fait extraordinaires au cas de fusionnement et restructuration, la définition d'information, consultation,
pas uniquement, dirais-je, la définition, mais nous avons même, dirais-je, pioché donc les compétences, quel est donc, dirais-je, même le but de cette définition, quels sont donc les points qui ont été discutés, débattus par le C. Nous avons même considéré d'autres points qui ont été déjà mentionnés, même les structures pour l'apprentissage des langues. C'est un côté tout à fait important d'apprentissage des langues étrangères de la part des membres du C. Nous pensons qu'il est tout à fait nécessaire de garantir donc les membres, de garantir l'interprétation dans toutes les langues ou uniquement en 2-3 langues bien sélectionnées. Donc, pour faire en sorte que les membres peuvent accéder aux accords, se consulter et lire ces documents dans la langue maternelle avant de convoquer les réunions, et même la facilité d'organisation de domicile avec l'emploi de Google. Donc, dirais-je, des outils de ce genre. Donc, nous avons même considéré comme les comités, dirais-je, restreints peuvent travailler, quelles sont les compétences et donc la composition. Donc, beaucoup de questions qui ont été donc soulevées, mises sur les tapis. Et maintenant, nous passons, dirais-je, à la fin du projet. Donc, nous sommes arrivés 3 ans, nous avons travaillé 3 ans pour arriver à ces accords. Nous n'avons pas encore analysé les résultats. Et je suis tout à fait content. Je pense que peut-être les choses vont se bien passer. Et donc, mais ces résultats seront donc disponibles d'ici 1 an ou 2 ans. Déjà, nous avons identifié les groupes de bonnes, de mauvaises pratiques, les solutions pertinentes, par exemple, dans le secteur de compétences transnationales. Quelles sont donc les bonnes compétences et dispositions de loi qui peuvent être copiées et utilisées au niveau de la négociation? Quelles sont les dispositions de loi sur le caractère transnational d'une société, d'une entreprise, des limites au travail du C? Et donc, les bonnes et les mauvaises pratiques, les deux, je pense que nous avons 90 heures aux solutions. Voilà donc les outils que nous avons préparés pour d'autres négociations. Et je pense qu'il est tout à fait important aujourd'hui, avec la directive Recast, de trouver une nouvelle façon de renégocier. Et après cette explication tout à fait longue qui parle de la complexité, de la gestion de la saisie justement de données, je voudrais vous donner un petit cadeau. Donc les résultats qui seront possibles. Donc comme vous pouvez saisir ces données et donc arriver à des bons résultats. Donc les informations qui sont nécessaires, qui seront justement utilisées. Donc, nous pouvons voir très bien, nous le voyons ici dans cette diapositive, par exemple, nous avons toutes les données que je viens de mentionner. Nous pouvons avoir donc une représentation justement de la quantité d'essais, pas uniquement le nombre aujourd'hui d'essais, mais nous avons constaté à chaque année, nous voyons combien de nouveaux seront créés, d'autres qui seront justement, dirais-je, un peu annulés pour des fusionnements et d'autres qui ont été justement suspendus, par exemple, en Hongrie pour des fusionnements. Donc, vous avez les nouveaux, ceux qui ont disparu. Donc, vous avez toutes les informations tout à fait importantes. Donc, des choses qui peut-être sont de répétition, mais je pense, voilà, des avantages pour les employeurs également, parce que les syndicats, grâce propre à l'Institut européen, mais même grâce aux efforts justement collectifs de la Fédération. Donc grâce à tout ceci, nous pouvons donc discuter et démontrer à la Commission européenne. On peut dire à ces gens qu'il y a des problèmes et donc nous devons résoudre ces problèmes parce que la Commission n'a pas cette banque de données. C'est uniquement les syndicats qui ont cette banque de données. Donc nous sommes en condition de dire qu'il y a besoin de changer, de faire quelque chose dans ce secteur particulier spécial. 2 autres diapositives qui vont vous démontrer justement la raison pour laquelle sur la constitution du CA. Donc, vous pouvez donc répartir les données de cette manière. Quelles sont les raisons pour la constitution? Je ne sais pas, d'un CD particulier, vous avons donc des créations des zéros, mais vous avez d'autres essais qui ont été développés comme justement des spin-offs des entreprises existantes
qui sont constituées du fusionnement de deux entreprises, toujours pour répondre aux critères de constitution du CE. Donc, je voudrais revenir peut-être en arrière, donc revenir à ma première diapositive. Donc, la première. Voilà, je voudrais revenir à ma première diapo. Voilà, c'est la bonne diapo, voilà, ça y est. Donc, je m'excuse de ce changement. Donc, mais finalement, les données les plus récentes, nous pensons ou nous savons qu'il y a 1258 essais existants. Voilà donc le chiffre total, 1258 qui ont été créés. Mais je voudrais mettre en lumière qu'il y a peut-être d'autres CE, pas beaucoup, mais quelques-uns, que nous n'avons pas encore constatés parce qu'ils n'étaient pas, dirais-je, syndicalisés encore. Bon, à l'heure actuelle, en ce qui nous concerne, nous avons 130 qui ne travaillent pas et nous avons, dirais-je, 955 entreprises multinationales. Cela veut dire que dans quelques entreprises multinationales, nous avons plus d'un CE. C'est tout à fait, dirais-je, possible du côté légal. Et donc, nous en avons deux. Donc, les entreprises multinationales sont actives dans différents secteurs. Vous avez un CE pour le tourisme, pour les services financiers, un CE pour d'autres services, ou pour la production métallurgiste, ou bien pour la production. Ceci donne une certaine flexibilité sur le secteur sans discuter justement de points tout à fait généraux du côté du CE. Pour répondre à une situation là où les collègues travaillent dans le secteur du tourisme ont besoin justement de discuter des choses qui sont nécessaires, importantes même pour les métallos. Donc ces deux secteurs peuvent être plus détaillés, travailler de façon plus détaillée, mais ceci n'est pas la seule solution. Nous avons 60 CE en négociation, même plus, mais nous avons eu cette idée. Donc au total, nous avons 200 qui ont été donc, dirais-je, éliminés pour des fusionnements, parce que la société n'était pas même donc de répondre aux besoins. Ce sont justement des évaluations. Peut-être nous avons plus de 400 sociétés ou entreprises qui doivent toujours remplir dirais-je, conditions requises. Et je suis tout à fait prudent, donc c'est, dirais-je, une évaluation, donc à raison de difficultés que je viens de mentionner. Il est tout à fait difficile de trouver des sociétés en Europe qui puissent répondre justement à ces deux critères tout à fait simples. Et donc 1000 employés au total et 2 fois 250 employés en 2 établissements, en 2 usines en Europe. Il semble être difficile, mais ce n'est pas tellement difficile. Donc, nous avons tâché de saisir les données nous-mêmes. Parfois, n'a pas été toujours possible, donc c'est une tâche tout à fait presque impossible. Nous avons même acheté des banques de données commerciales extérieures. Donc, nous les avons achetées. Donc, nous avons maintenant cette société avec des centaines de chercheurs. Mais cette société ne peut pas donner une complète garantie. Et donc, vous n'avez pas des obligations légales en ce qui concerne justement le fait d'écrire aux employés. Donc, ça, c'est difficile. Parce que s'il y avait cette obligation imposée par nos sociétés, je pense que la question serait tout à fait claire. Et ceci pourrait nous donner d'autres certitudes. Mais ce n'est pas possible en raison justement des observations soulevées par les directions. Donc, dirais-je qu'au total, donc nous avons d'autres, dirais-je, évolutions. Nous avons 70 millions de travailleurs qui n'ont pas d'essai. Donc, nous parlons de gens, des millions de gens, de travailleurs qui devraient avoir accès à l'information grâce à la constitution d'un C. Donc, au total, nous pensons qu'il y a, dirais-je, 16 000 ou 21 000, dirais-je, de consultants des experts qui pourraient donc aider justement les CE. Voilà donc les chiffres auxquels on se réfère. Ce sont des évaluations, mais je pense que grâce
grâce à la législation du C. Donc, grâce à cette législation, nous avons une armée de gens qui ont entendu parler justement du C ou des gens qui ont bien été là au sein de la réunion du C. Donc, maintenant, je voudrais donc révéler la conclusion de ma présentation. Je ne veux pas vous montrer toutes les données, mais je pense que nous pouvons dire que il y a beaucoup d'essais qui ont été créés dans un pays spécifique. Ici, la chose intéressante, l'Allemagne, donc la plus grande quantité d'essais, donc un grand merci aux Allemands, mais même, dirais-je, les Américains, les compagnies américaines qui ont donc une base même européenne, qui ont beaucoup d'essais, donc les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est très important parce que les Américains veulent répondre à l'obligation, mais ce qui concerne la qualité est tout à fait décevante par rapport justement à la qualité justement des sociétés ou des entreprises européennes. Donc nous pouvons donc sauter cette diapositive. Donc nous voyons ici donc les différents secteurs, les secteurs donc là où nous avons l'activité d'essai. Et donc, ceci a été déjà mentionné, donc la métallurgie, donc beaucoup d'essais, mais même la chimie qui a une bonne quantité, dirais-je, d'essais. Et après la chimie, vous avez la construction et même le bois, la fédération du bois, le tourisme, l'agroalimentaire, le FAT également, qui a donc permis la création de beaucoup d'essais. Maintenant, j'arrive à la conclusion avec des indications qui concernent donc la distribution de ces, dirais-je que pas toutes les sociétés ou les entreprises ont la même chance d'avoir un C. Donc, plus grande la société, plus forte la chance d'avoir un C. Donc, c'est plus facile de constituer un C dans une société, une entreprise plutôt importante. Mais nous avons même des C dans des petites multinationales avec des employés entre 1000 et 5000. Et dirais-je que c'est plus facile de constituer un C dans une entreprise qui est active dans beaucoup de pays. Donc, les multinationales qui travaillent, qui ont des activités dans plus de 10 pays. Donc, 50% c'est dans cette société. Donc, si la société est grande, et donc vous aurez même beaucoup d'employés, et donc ça sera plus facile de constituer donc un C. Maintenant, donc, je voudrais conclure en considérant un autre aspect de notre activité. Donc, la société européenne. Ceci, ce n'est pas donc le focus de ce projet. Donc, vous pouvez trouver toutes les données en ce qui concerne la société européenne. Vous trouvez toutes les données, tous les détails dans 2 sites web. Donc, vous voyez donc le site web duquel vous pouvez télécharger les données à la fin de ma présentation. Nous avons deux sites web. Donc, voilà donc l'adresse db.eu. C'est le portail justement pour, dirais-je, la banque de données de l'Académie syndicale européenne. Donc, vous pouvez trouver des informations, que sais-je, également, de cas, même cas de justice également, le contenu justement même de l'affaire judiciaire. Donc, il y a même des statistiques et si vous voulez consulter, si vous voulez donc y piocher, vous pouvez trouver des données. Donc, je vous conseille de consulter ce site web. Et si vous cherchez des informations également pour la société européenne, mais avec d'autres formes de représentation. Voilà donc, c'est les sites web successifs et la participation de travailleurs, des employés. Donc, la participation, donc workparticipation.eu. Donc, c'est les sites web duquel vous pouvez télécharger d'autres idées, d'autres informations. Et donc, nous avons une législation qui permet justement aux représentants d'être considérés au sein de comités justement de contrôle, même de conseil d'administration. Et ceci répond justement aux provisions des lois de chaque pays. Il y a même des tableaux de comparaison
Donc, vous pouvez les consulter. Si vous ne considérez l'Italie, il faut se renseigner sur la structure syndicale. Vous avez des collègues de la France, donc vous pouvez choisir ces deux pays et trouver les informations auxquelles vous voulez justement arriver. Donc, négociation collective, consultation, formation et tout ce qui est nécessaire. J'espère que je n'ai pas été donc un peu difficile à suivre, mais je pense que les syndicats ont beaucoup fait. Et je pense que c'est un défi à relever. Nous devons utiliser cette énorme banque des données, justement, pour considérer même l'info qui sera relâchée par les utilisateurs. Et nous pouvons même améliorer nos activités en chercheurs. Merci. Io ringrazio. Alors, merci. Je dois avouer une chose. Lorsque vous avez montré les données, j'ai eu une grande émotion. Bon, je vais justement revenir aux réflexions qu'on a fait après la présentation de Peter. On a eu la possibilité de voir la mise à jour de toutes les données que Gabriel avait présentées, qui avait soumis, qui était une photo il y a quelque temps. Et vous avez donné d'autres indications. Je m'arrête ici avec les commentaires. On va continuer peut-être après avec une discussion. Donc, nous avons vraiment mis à feu en tant qu'organisateur. On a vraiment frappé les cibles parce qu'on a découvert des coupables. Donc, même coupable, c'est pas le bon terme parce que c'est négatif. Disons qu'on a le responsable de tout ce travail, de tout ce groupe de données très important qui maintenant est dans un autre rôle et dans une autre organisation. Et donc, même l'organisation, j'ai pris sur les sites, il y a une quantité de données énorme, 11 000 données, 11 000 enregistrements dans différents domaines d'activité. Donc, je vais maintenant donner la parole à Peter Kerkhoffs et je vais reprendre après une discussion à la lumière de son exposé. Alors, bonjour, bon après-midi à tous. Merci pour m'avoir invité. Ils m'ont demandé de parler à propos des études de représentation Eurofound. Trois mots. D'abord, je voudrais vous parler sur cette fondation européenne pour les conditions de vie et de travail. Nous sommes, en deuxième lieu, je vais essayer de stimuler de réflexion, des raisonnements avec vous sur ce qu'on peut comprendre pour ce qui concerne aussi les concepts de représentation, ce qui peut signifier pour nos partenaires ou les partenaires sociaux. Et ensuite, je vais vous soumettre des études. Et ensuite, peut-être, quand il y aura de débats, on pourra parler sur comment vous pouvez utiliser cette étude de représentation de la Fondation européenne. Voilà, ça, ce sont les trois parties de ma présentation. Eurofound, deuxièmement, la représentation et ensuite comment ces études fonctionnent. La Fondation européenne est une organisation qui fait partie de la Commission européenne. Elle a été constituée en 1975 et une année après, l'Irlande joint l'Union européenne. Donc, on a environ un personnel comprend 115 personnes et un budget de 20 millions d'euros pour voir pourquoi c'est si vert, cette image. C'est pour vous, parce que je vous ai amené un peu d'air d'Irlande. Alors, le fait d'avoir des rapports industriels dans cette zone n'est pas facile. Il n'est pas facile de se comprendre entre organisations syndicales et surtout n'est pas toujours facile de se comprendre ou d'avoir une vision commune sur des questions où
problèmes concernant les employeurs, les syndicats de 28 pays ou les ministères de 28 pays. Donc, nous avons un conseil de gouvernement qui est de 27, bientôt 28 pays font partie du comité. On a un représentant des employeurs et des représentants du ministère du Travail, en plus d'autres représentants de la Commission européenne. Et ça forme un petit Parlement européen et ils doivent être d'accord avec eux sur le programme annuel de travail. Ça veut dire que beaucoup de bonnes idées parfois sont perdues. Et parfois, on doit présenter aussi l'état d'avancement de travaux. Et nous avons aussi, avant de pouvoir publier ces rapports, les conseils de consultants doivent, des conseils doivent donner, par exemple, fournir des données. On a des représentants des employeurs, on a des représentants des ministères du travail. Donc, tous ces conseils d'administration tripartites doivent décider nos plans de travail, doivent filtrer et décider ce qu'on peut faire avant de publier ces rapports. Notre mission est offrir les connaissances aux partenaires sociaux, à ceux qui construisent les politiques en surveillant, en analysant les changements qui se produisent dans l'Union européenne et en faisant aussi des recherches. Chaque fois, nous devons faire attention quand on doit communiquer, partager ces connaissances. Donc, il faut respecter toutes les divisions, toutes les différentes visions du ministère des employeurs. Ce que vous pouvez trouver, ce sont des enquêtes européennes sur les conditions de travail. Vous pouvez trouver des enquêtes sur les conditions de vie en Europe, des enquêtes sur les entreprises européennes. Vous avez également des réseaux qui présentent aussi de nouveautés, des informations. Par exemple, Eiro. C'est une association intéressante parce qu'elle soumet des profils d'entreprises et l'ECO est un observatoire sur les différentes situations. Une autre organisation s'occupe, par exemple, des restructurations dans ces domaines. Et dans notre unité, nous sommes en train aussi de suivre beaucoup de rapports analytiques, de comparaison, qui sont basés sur un questionnaire qui a été envoyé aux correspondants nationaux dans tous les États membres et les représentants envoient les réponses, donc les questionnaires remplis et sur la base des questionnaires, on construit des rapports. Bientôt, on fera aussi de recherches sur des cas d'études. Ce sont des projets importants du Conseil d'Europe, des innovations, par exemple, sur les postes de travail. Pour conclure, cette présentation de la Fondation européenne, comme pour vous montrer, pour vous dire d'où je proviens, vous devez savoir qu'on a 3 blocs, 3 unités de recherche. La première, c'est sur la condition de vie et la qualité de la vie. La deuxième, c'est sur l'emploi, les changements. Et ici, on analyse par exemple les restructurations, les perspectives économiques. Moi, je travaille pour l'unité sur les rapports industriels, les conditions de travail. Et donc, je vais aussi donner une autre possibilité, un projet de notre secteur qui peut, par exemple, vous donner une idée pour travailler avec nous. Par exemple, il y a un service qui s'occupe des enquêtes sur les parties prenantes. Ça, c'est un projet qui est possible. C'est-à-dire les parties prenantes peuvent poser des demandes spécifiques et c'est une demande commune entre les syndicats et aussi les employeurs. Ils nous demandent de faire une enquête, on peut le faire sur la base de leurs besoins. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler, j'ai fait une étude dans le secteur de l'acier.
On est en train d'examiner comment les travailleurs, eux, les syndicats sont en train de faire face, par exemple, aux conditions de stress sur le travail, sur le poste de travail, et peut-être après, ils pourront être capables de créer des orientations pour trouver des solutions pour y appliquer. Donc, ce sont d'autres manières pour travailler ensemble. Par exemple, si vous avez l'idée de continuer sur un projet, on peut intégrer notre programme de travail, mais bien sûr, ça doit toujours correspondre à notre projet qui comprend en 2013-2016. Donc, par exemple, il sera intéressant d'examiner ce programme de 4 années qui est disponible sur les sites web. Vous êtes bien sûr le bienvenu. J'espère avoir été capable de vous illustrer d'où je proviens. Et lorsqu'on va parler de la collaboration, ça va vous permettre de comprendre comment on travaille. Il n'est pas suffisant d'avoir une bonne idée, il faut aussi la mettre en place. Il faut s'adresser au conseil du gouvernement. Et il n'est pas facile de s'adresser à ces gens-là, mais toutefois, toutes les informations, tous les rapports que nous avons sont disponibles sur les réseaux, sur les sites web. Voilà, ça j'arrive au dernier mot de ma présentation, les études de représentation. Je veux d'abord vous demander qu'est-ce que la représentation peut signifier pour vous, que ça signifie quelque chose du point de vue statistique et aussi politique. Du point de vue des statistiques, il s'agit de définir le niveau de précision qui, pour réfléchir les caractéristiques d'un groupe sur un échantillon, par exemple. Par exemple, si on peut arriver à la réalité d'un grand groupe en étudiant seulement en échantillon, dans certains cas, on peut étudier sur un groupe plus petit pour comprendre si cet échantillon est représentatif de la réalité économique. En termes politiques, ça indique les caractéristiques de la démocratie sociale. D'un côté, on a une représentation directe où chacun parle pour soi. Dans l'autre cas, ça serait une démocratie représentative. Donc, si, par exemple, il s'agit d'un représentant élu ou bien désigné qui représente un groupe de personnes. Mais la question est comment on peut faire ça si c'est ouvert. Par exemple, c'est une question ouverte pour le débat. Comment le représentant utilise leur rôle, leur capacité de négociation sans avoir un mandat bien précis pour leur rôle. Donc, je trouve une idée que Bloomberg a dit il y a longtemps. Le but de la représentation est d'exprimer les désirs électoraux de pression, c'est non seulement représenter les besoins des gens ou les aspirations, mais aussi la leadership est très important pour les personnes. Donc, tous ces éléments sont des éléments importants dans le concept de représentation. Qu'est-ce que signifie ça pour les partenaires sociaux? Si on regarde les différents pays, les rapports industriels de représentation, ça, c'est une condition préliminaire pour pouvoir avoir un dialogue social. Si on parle, par exemple, aussi, on regarde les comités d'entreprise européens, ça, c'est pas pour devenir un membre du comité syndical, dans le comité d'entreprise syndical. Donc, tous ces points qui sont soutenus par les syndicats ou certaines entreprises où les travailleurs ne sont pas, ces travailleurs ne font pas partie ou associés dans une certaine entreprise, cet accord peut être contraignant. Mais par exemple, comme il arrive en Allemagne, on peut avoir de contraintes et aussi dans une autre série de pays, il y a des critères minimums et des conditions
requises minimales pour avoir accès à ces conditions de représentation. Je veux arriver maintenant aux études de représentation qu'on a représentées. Pour nous, c'est une question qui concerne la Commission européenne. Ils nous ont demandé de faire ces études parce que l'article 154 du traité sur la fonction européenne statut qu'on a les droits au dialogue sur certains sujets. Donc, vous pouvez imaginer si la Commission veut affronter discuter cette directive qui a à faire avec la protection des travailleurs, par exemple, qui travaillent des produits chimiques. Donc, sur la base de des traités européens, les partenaires sociaux doivent être consultés à ces sujets avant que la Commission puisse promouvoir ou proposer une loi. Donc, ils doivent savoir s'ils sont obligés de consulter un partenaire social sur la base de ces traités ou bien si les partenaires sociaux doivent être invités à être consultés sur un sujet qui a à voir avec ces secteurs spécifiques. Ça, c'est la première raison pour laquelle on est en train de faire ces études de représentation. Donc, c'est un critère pour créer un dialogue social, un secteur qui ne fait pas partie encore du secteur social. Si on veut créer une délégation de ce type, ceci nous permettrait d'avoir l'opportunité d'avoir des représentants des syndicats partout, par exemple, à Bruxelles, payés par la Commission européenne. Et à un certain moment, on pourrait avoir un certain niveau de représentation grâce à ces dialogues. Finalement, je crois que ça, c'est le point le plus important. Si vous avez un comité de dialogue sectoriel, par exemple, comme le comité, il y a environ 41-42 secteurs qui ont ce type de comité. Si ces comités atteignent un accord avec les syndicats au niveau européen, sur la base de l'article 155 du traité, la Commission doit soumettre cet accord au Conseil, au Parlement européen, et accepter tout simplement les textes de l'accord tel qu'il est et les transformer en directive européenne. Donc, le Parlement européen et toutes ces personnes n'ont aucun droit de changer un mot sur un accord qui a été signé par les partenaires sociaux. Même les ministres ne peuvent pas les changer. Ils doivent tout simplement accepter ce que les partenaires sociaux ont défini. Par la suite, cette directive devra être transférée par tous les membres et appliquée dans tous les pays, de sorte que ce dialogue social ait un effet juridique en Europe pour stimuler un accord qui va devenir contraignant. Donc, la Commission accorde ses pouvoirs. On peut donner ça aux partenaires sociaux qui veulent être sûrs d'avoir un certain niveau de représentation, qu'ils ont le droit de parler pour le compte des personnes et surtout, quand ils veulent d'appliquer cet accord. Nous, voilà le but pour lequel on fait ces études de représentation. Comment on fait ça? D'abord, on définit l'importance d'un secteur. Je vais sauter rapidement à la prochaine diapo. Comment on fait ça? Ça, c'est une définition des codes NACE. C'est l'objectif de tous les secteurs. Maintenant, je suis en train de faire une étude de représentation dans le secteur chimique. Donc, on définit les secteurs chimiques sur la base des codes NAC 20, 21, 22. On a l'impression que c'est un sujet très technique. Vous voyez ici quels sont les codes. Parce que c'est très sensible, parce que pour les syndicats, la définition du secteur chimique n'est pas problématique, parce qu'on a découvert tous les codes NAC.
Donc, il n'y avait pas de problème pour les employeurs et les organisations des employeurs. Par exemple, on connaissait seulement le code 20 et 21. Donc, un certain nombre des pays européens ont des codes de plastique et caoutchouc, alors que pour d'autres pays sont en train d'organiser les codes 22 pour le plastique. Donc, il y a des organisations et des employeurs qui sont séparés de l'association des travailleurs de la chimie. Donc, cette définition du secteur est très importante pour nous, mais ça définit aussi les restes de notre exercice. Une fois que tout ça est convenu, on envoie un questionnaire nos correspondants nationaux, on unit, on joint ces informations, on examine ces informations avec beaucoup d'attention et ça demande beaucoup de travail. Donc, pour tous les syndicats, on vérifie si le nombre de membres et d'employés du secteur. On vérifie aussi leur implication dans les conventions collectives. Et à ce moment-là, tout ça est envoyé aux partenaires sociaux qui doivent l'examiner à nouveau et voir s'il y a une possibilité de feedback. Et finalement, tout ça est publié sur notre site web. Il y a deux manières pour évaluer la représentation de cette organisation européenne. D'abord, du haut en bas, ça c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on demande? On demande aux syndicats et aux organisations des employeurs, par exemple, par secteur. Dans l'industrie, par exemple, de l'électricité. Dans les secteurs chimiques et industriels, c'était les syndicats et l'employeur et l'employeur SCEG, par exemple. On a aussi créé une étude, on a fait une étude sur la représentation et cette étude pourra vous donner plus de détails parce que c'est une étude qui a été faite il y a une année et notre correspondants nationaux vont chercher les associés des organisations des employeurs par secteur et finalement, on examine tous les détails. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, on part d'en bas vers le haut. Nos correspondants vont voir s'il y a d'autres organisations nationales dans le pays qui soient organisées aussi dans un secteur et qui sont impliquées dans une convention collective d'une manière ou l'autre. Elle doit faire partie d'une manière ou l'autre d'une organisation européenne. Peut-être on va donc trouver un syndicat qui est en train d'organiser dans les secteurs en question donc, tous ceux qui, par exemple, qui sont impliqués dans la convention collective étaient ceux qui étaient on était en train d'examiner dès le début. On a l'impression que c'est un peu compliqué, mais si je vous explique, vous expliquer, c'est assez simple. Il y a 4 choses qu'on peut expliquer dans notre étude. La cohérence, la sectorialité, la filiation donc d'un syndicat et d'un employeur et exactement les domaines du secteur qu'on a défini avec le code NACE. Donc, ça veut dire que les secteurs qui répondent à ces codes et que le syndicat répond à cette zone. Donc, c'est seulement une partie de cette zone qui est couverte par ces syndicats, associations des employeurs. S'il y a un chevauchement, ça veut dire qu'il y a une partie qui est découverte, mais on a aussi un chevauchement sectionnel ou sectoriel. Il y a une partie d'un secteur ou d'autres secteurs. Donc, ici, je crois qu'il serait parfait si on pourrait avoir une cohérence partout, cohérence globale, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Donc, la représentation
Et bon, ça nous dit que, bon, d'accord, les organisations peuvent représenter, mais jusqu'à un certain niveau. Donc, il y a deux pays où la sectionnalisation présente aussi un certain chevauchement. Donc, à la fin, le résultat de ces exercices est un rapport qui a ce type de présentation. La première partie illustre le secteur, les tendances d'emploi économique. La deuxième partie illustre les partenaires sociaux dans les États membres. Et à la fin, il y a une analyse du niveau des organisations, leur appartenance, la capacité de négociation. Et ensuite, il y a d'autres organisations qui sont en train de s'écrier au niveau européen. Comme vous voyez dans ces diapos, vous avez toutes les études qui ont été faites depuis 2007. Vous voyez qu'on a beaucoup d'études encore en cours d'exécution et ces études seront publiées prochainement. Et avant 2007, c'était l'université belge chrétienne qui faisait ce type d'études. Et vous pouvez voir toutes ces études sur leur site web. Voilà les links si vous voulez. Ou vous pouvez trouver, ce n'est pas difficile. Il suffit d'écrire dans Google Representative Studies et vous arrivez immédiatement à cette page. Je vous conseille de donner un coup d'œil, ça peut être très intéressant. Comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Nos profils d'industrialisation de pays, vous pouvez voir, ça peut être intéressant. Vous pouvez voir que pour nos programmes d'études, pour l'année prochaine, nous avons prévu d'étudier comment la représentation des partenaires sociaux est différente. Les partenaires sociaux est définie dans les différents États membres, en Belgique, en France, en Espagne, afin que les syndicats puissent être reconnus en tant que partenaires sociaux pour les dialogues et aussi pour la négociation, donc pour les conventions collectives. Maintenant, on est en train de lancer une étude pour des secteurs croisés, c'est-à-dire nous sommes en train d'étudier les différents niveaux au niveau croisé. La semaine prochaine, mon collègue qui est en train de faire cette étude va présenter pour la première fois aux partenaires sociaux cette étude parce que je ne peux pas vous donner tous les détails. C'est une étude qui sera conclue vers la fin de l'année, au début de l'année prochaine, mais vous pouvez voir, par exemple, le nombre de syndicats, d'organisations syndicales. Vous pouvez voir aussi la multiplicité parmi les entreprises qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui fait en sorte que ces dialogues certainement n'est pas facile. On a parlé de coopération, de collaboration. Alors, vous voyez ici, donc normalement ici, c'est une seule confédération des syndicats. C'est les seuls pays où on n'a pas besoin de coordonner. Voilà, ça c'est une autre diapo où ces données sont développées de manière plus détaillée. Je vois ici cette approche vers la densité qui a été une approche très puissante. Nous avons regardé de tout près le nombre d'employés dans un secteur, dans un pays, en divisant le nombre de membres du syndicat par le nombre d'employés. La couleur bleue vous montre la densité des employeurs. Donc, les employés qui travaillent dans une entreprise qui est associée à une organisation d'employeurs. Et la couleur verte vous montre le pourcentage de travailleurs qui font partie d'un syndicat. Donc, sur le site web, vous trouverez beaucoup d'autres
données et d'informations. Si vous trouvez des erreurs, je vous assure que ça, c'est une version initiale de la diapo. Mais vous pouvez nous envoyer votre feedback s'il y a des données. J'espère que ça a été trop ennuyant pour vous. Chiedo solo a Gabriele di darmi... Alors, je demande seulement à Gabriele. Ah, on va vous fatiguer. Je remercie Peter parce que sa présentation m'a aidé énormément à comprendre. Et je dois dire que nos discussions par courriel ont été utiles pour arriver à atteindre notre cible. C'est ça qu'on voulait voir, la superposition, chevauchement, enfin, et la cohérence des différents secteurs, et le fait d'avoir une certaine visibilité par rapport à tout ça. Alors que pour ce qui est de l'Institut syndical européen, donc les activités qui font normalement, c'était beaucoup plus clair pour nous. Peut-être pour Eurofound, la Fondation européenne, peut-être c'était pas aussi clair, pas comme maintenant. Une fois que tu nous as donné tous ces éléments et ces opportunités, donc ça veut dire que tu vas pas te libérer de nous, tu seras toujours notre interlocuteur, tu seras certainement impliqué dans d'autres initiatives. Donc, il faut prendre le bon côté pour ça. Je crois que la mise à feu par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire la source différente des données, peut être ramenée vers un élément qui a été souligné par Peter, c'est-à-dire les différents codes NACE, N-A-C-E. Pour les Italiens, ça correspond au code d'activité qu'on trouve dans les certificats de la Chambre de commerce avec une transcription différente, mais pratiquement ça a la même signification. Donc, ce que je vais demander, je vais ouvrir un petit débat de 15 minutes. Quelle est la suggestion que Romuald et Peter, comme Peter a aussi une mémoire historique, c'est lui qui a lancer ces types de travail et ces parcours à propos des données. Quelle est la suggestion? Quelle est votre suggestion pour les syndicats qui, comme nous, sont maintenant à la fin ou bien au début d'un certain parcours? Je ne sais pas si c'est la fin ou c'est le début. C'est certainement la fin d'un morceau, mais probablement le début d'un autre trajet encore plus important certainement pas pour standardiser, mais plutôt pour normaliser. Donc, quels sont les types d'avis que vous pouvez nous donner à propos des directives par exemple, que pour les syndicats comme nous qui, après cette recherche vous veulent produire quelque chose de tangible, veulent donner une âme à ces données. On a mis sous la loupe différents éléments, différents facteurs. Maintenant, on demande à nos collaborateurs, aux deux médecins, en termes médicaux, c'est-à-dire quel est l'avis de nos médecins par rapport à cet élément. Alors, merci pour cette question très intéressante. Je suis un peu... j'étais perplexe il y a quelques semaines quand j'ai été invitée à cette conférence. Et on m'a posé la question, est-ce que serait-il possible d'associer la base des données d'études et l'autre
base des données de la Confédération internationale des syndicats. Comme vous avez insisté, comme j'ai dit plusieurs fois, je me posais une question. Je me disais comment on peut faire en sorte que vous, en tant que syndicaux et membres de la Confédération européenne, quelle serait la signification possible pour vous de ces données? Donc, j'ai pensé à deux choses. Moi, je ne veux pas vous limiter sur ça. Donc, si vous avez d'autres idées, certainement, vous pouvez les faire. Mais il y a deux manières où on peut bien les utiliser pour votre travail syndical. Alors, tout d'abord, beaucoup de membres du comité d'entreprise européen font partie de cette association, mais pas tous. Parfois, dans les comités d'entreprise, il y a un membre très constructif, très actif, mais pas un membre du syndicat. Parfois, il y a des personnes qui proviennent d'un pays où il n'y a pas de structure d'organisation, mais après quelque temps, ces représentants sont très actifs et peuvent devenir membre d'un syndicat et peuvent ne pas savoir. Donc, dans ces cas-là, il pourrait avoir un sens si, par exemple, de regarder, de voir les études, essayer de chercher, voir quels sont les syndicats qui s'organisent dans un pays spécifique, dans un secteur spécifique. Et de cette manière, vous pouvez donner des informations à ces personnes sur la base de ces données. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais ça, c'est la première idée que j'ai eue. La deuxième idée est que vous avez énormément de comités d'entreprise, et même Volcker le sait. Certains développent des capacités de négociation, d'autres signent des accords. Alors, il y a des choses qui se produisent. Le coordinateur syndical signe au nom des fédérations industrielles européennes. Mais si vous faites quelque chose de ce type en tant que comité d'entreprise européen et si vous signez un accord avec la direction, si vous signez un accord au nom d'un certain syndicat, alors cette étude n'est pas appropriée, n'est pas adaptée au but à 100%, parce que ça ne signifie pas que les syndicats et les représentants des employeurs dans certains secteurs seront des représentants, par exemple, d'une multinationale. Mais ça pourrait être aussi le début d'un exercice. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire parce que c'est votre rôle, mais vous pouvez par exemple imaginer de stipuler un accord qui ait un impact significatif sur les conditions de travail d'une société multinationale, d'une entreprise multinationale dans différents pays. Vous pourriez aussi voir quels sont les syndicats qui s'organisent dans les différents secteurs dans ces pays. Et donc, pourquoi vous voudriez le faire? On parle tous de conventions collectives, de pouvoir des syndicats dans les négociations. Il y a aussi une tendance à décentraliser d'une certaine manière les accords des multinationales sont en train d'éroder d'une certaine manière la capacité de négociation des syndiqués et des composants des partenaires sociaux. Donc, il pourrait être important, avant de signer un accord de ce type, de s'informer, de consulter les syndicats du secteur impliqué pour éviter de mettre en danger les négociations dans un certain secteur, dans un certain pays. Voilà, ça c'est mon idée sur comment on peut utiliser ces études. Si je dis de conneries, vous me les direz après. Après, je vais me corriger, bien sûr. Alors, très brièvement, moi, je vais faire un commentaire plus général. Je crois que la position de l'Institut européen des syndicats européens est plutôt difficile parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait énormément de recherches utiles, mais souvent, on n'arrive pas à les traduire au niveau national.
Ça, c'est le rôle des syndicats nationaux. Donc, c'est une sorte de symbiose dans laquelle on devrait vivre parce que vous êtes ceux qui connaissent la situation au niveau national. C'est vous qui savez de quoi les différents membres du comité d'entreprise européen ont besoin. Et les syndicats sont impliqués aussi dans les consultations. Donc, quels sont leurs besoins, leurs attentes? Nous, on ne le sait pas. Comme vous le savez, nous, on essaie d'être créatifs. On essaie d'être à la hauteur. Mais on est à Bruxelles, on est assis à Bruxelles, on a des ressources limitées pour ce qui est de personnes. Donc, si un projet comme Mumia, comme des activités comme celles qui ont été entreprises par la CGL, peuvent s'unir aux réalités nationales et aux recherches au niveau national, ceci peut être fait d'une manière plus générale et c'est à partir de là qu'on aura plus d'avantages. Parce que bien souvent, les feedbacks qu'on reçoit est que la recherche qu'on fait au niveau européen à Bruxelles est utile, mais peu de gens la connaissent. C'est ça exactement la partie de la diffusion de notre recherche. Donc, si on fait ce travail seulement pour nous, et si ce travail n'est pas diffusé, si les personnes ne savaient pas que ça existe, si les personnes ne savent pas qu'il y a une base de données des comités d'entreprise européens, si les comités d'entreprise pensent d'aller, par exemple, en justice, ils ne sont pas seuls. Il y en a beaucoup qui ont déjà eu cette expérience. Donc, on peut apprendre. Les comités d'entreprise au niveau national, si les représentants nationaux qui sont dans les comités d'entreprise ne savent pas qu'il y a une base de données d'environ 1000 bonnes pratiques, mauvaises pratiques, on pense que c'est des ressources perdues. Donc, on croit que pour des projets comme le projet Mumia et nos contributions peuvent se rencontrer à mi-chemin. Donc, cette coopération, si vous et vos projets pour le membre de vos organisations au niveau national, si vous pouvez, par exemple, nous poser des questions et nous pousser à explorer de nouveaux secteurs, ça sera un bénéfice pour les deux secteurs parce que ce type de participation nous permet d'apprendre. On a un feedback sur ce qui est important et nécessaire et donc il y a un bénéfice réciproque qui est en jeu. Ce que je disais, je partage tout ce que tu as dit et je le partage à tel point qu'on a, dans ces projets, on a essayé d'avoir un type de rapport, une implication avec l'Institut syndical européen très fort, donc un rapport très fort. On a partagé un rapport très passionnant, très intéressant, c'est-à-dire aussi le fait d'impliquer la Fondation européenne dans la conférence finale de Mumia. Ça peut être une autre brique pour partir et vers d'autres types de raisonnements. Et je demande s'il y a d'autres questions. Non, elle dit seulement une question, seulement une chose plutôt. La dernière heure a été très difficile pour tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de données, beaucoup de numéros. On a dû laisser de côté les débats politiques. Je pense seulement aux 3 minutes de Hélène. Donc, demain, au contraire, ça sera une session entièrement politique qui devra quand même donner des réponses à des outils qui nous ont été fournis. Et si j'étais Madame Migliorini, par exemple, moi je dirais, aujourd'hui, il y a un délégué dans mon bureau qui m'a dit, mon entreprise s'appelle Giovanni,
je vais constituer un comité d'entreprise européen. Où est-ce que je peux trouver des syndicats en Europe qui sont engagés, impliqués, qui ont des inscrits des membres dans cette entreprise? Madame Migliolini probablement ne serait pas capable de donner une réponse, mais elle pourrait dire, voilà, j'ai des contacts, je peux demander à M. Romeck-Peter, je vais demander où cette entreprise, où elle est présente. À l'autre, je peux demander où sont impliqués ces secteurs. C'est une question que je vais laisser pour demain.